est-ce qu'il est possible d'avoir la capacité de réduire le temps que l'on passe à réfléchir à manger? Bon, là, je pense que c'est une question très largement individuelle. Oui, oui. Les chiffres dont on dispose, c'est les temps de préparation. Ça serait pas grave si, je dirais, la qualité de ce qu'on mange n'avait pas changé. Et la qualité a changé aussi, ce qu'on appelle maintenant les nourritures ultra transformées, notamment, qui sont finalement des produits au départ naturels, mais qui, pour des raisons de process industriels et de coûts aussi, amènent à concentrer finalement beaucoup d'énergie dans des aliments et à donner des produits qui ne sont pas forcément adaptés à notre physiologie, parce que notre physiologie, elle a été sélectionnée par des millions d'années d'évolution dans des conditions, évidemment, où il n'y avait pas les pots de conserve et les Coca-Cola. Mais du coup, est-ce qu'il est possible justement de mieux équilibrer toute cette pensée que l'on a autour de la gastronomie, du fait de se nourrir, de préparer, de réserver, tout ça là? Est-ce que c'est assez équilibré? Alors, il y a quelque chose qu'on constate plus facilement chez les animaux que chez l'homme, c'est qu'ils sont tout à fait capables, mais simplement en goûtant un aliment, de savoir combien ils vont en manger pour ajuster justement la prise alimentaire aux besoins. On n'en est pas tout à fait dépourvu dans l'espèce humaine, il n'y a qu'à voir le bébé, quand il a fini sa tétée, il s'arrête, il n'en veut plus. Bon, ça se perd assez rapidement, parce qu'il est encore une fois dans un milieu social. Il y a beaucoup de signaux de satiété qui sont envoyés par, en particulier l'intestin, au cours de la digestion, et même dès la tête, quand on commence à mâcher les aliments, il y a déjà des signaux de satiété qui sont envoyés. C'est-à-dire qu'en gros, alors encore une fois, hein, je ne veux pas dire il faut... Oui. Enfin, si on s'écoutait, avant même d'avoir mangé quelque chose, combien il faut en manger et quand on peut s'arrêter. Évidemment, il y a les gourmandises. Et le sucré, vraiment, pour beaucoup de gens, nous entraîner à manger plus de choses. Et puis, vous en parlez aussi, le fait qu'on soit avec une tablée, tout ça. Quand on mange en société, on mange plus. Et puis, il faut savoir s'arrêter aussi, parce que, comme vous disiez, le corps nous donne des signaux, mais on a interrompu ces signaux, et puis on s'arrête plus, et puis du coup, on s'écoute plus. Et puis, il y a quand même des biais. Je prends un exemple, là, on a juste au-dessus des yeux un cortex qu'on appelle le cortex orbitofrontal. Quand on a mangé d'un aliment, et qu'on représente cet aliment, ce cortex, en gros, il devient indifférent parce que, bon, il en a assez. Et par contre, on propose à la personne un nouvel aliment, le cortex se réallume. Comme le dessert. Voilà, pour le dessert. C'est l'effet pernicieux du dessert. C'est ça. Et donc, j'imagine que cette perte de goût que l'on a à un moment donné du repas, peut-être aussi pour nous dire que, ça suffit. Ça, c'est tout à fait physiologique. Effectivement, cette perte de goût, c'est pas seulement notre système gustatif et olfactif. Exactement. Le goût, c'est beaucoup d'olfaction qui se désactive, mais c'est aussi l'organisme qui me dit, bon, ça va, il y a assez. Votre ouvrage est naturellement écrit, étant donné votre formation et vos métiers, à caractère scientifique, toutefois assez compréhensible pour que le grand public qui s'intéresse à la gastronomie, à la nutrition, au bien-être, puisse pouvoir lire votre ouvrage. À qui destinez-vous spécifiquement le cerveau cuisinier et qu'espérez-vous que les lecteurs saisissent de la neurogastronomie, de l'alimentation, de notre composition biologique originalement si bien conçue, en somme de votre livre? Mon idée, c'était d'écrire un livre rassurant, en quelque sorte. Et il est. D'arrêter de s'accuser de mal manger, de passer de régime X ou Y, etc. Et puis, je me dis, mais, évidemment, je suis chercheur, donc j'ai toujours été fasciné par, finalement, le fonctionnement du vivant. Quelle que soit l'échelle à laquelle on regarde, que ce soit l'échelle moléculaire ou l'échelle de la société, on a des surprises, quoi, en quelque sorte. On découvre des organisations, on découvre des fonctionnements qui sont merveilleux. Alors, pensez, par exemple, le nombre de muscles et de nerfs qui sont mobilisés pour mastiquer, avaler. C'est quand même extraordinaire qu'on se morde pas plus souvent la langue, les lèvres, qu'on n'avale pas de travers, etc. Pensez que ce sont exactement les mêmes organes dans la bouche, le nez et la gorge, qui servent à respirer, à sentir, à goûter, à parler. À réguler. Tout ça,
pour moi, c'est un émerveillement. J'ai voulu un petit peu faire partager ça en prenant en suivant l'aliment, finalement, depuis la bouche jusqu'à la sortie, et puis dans son contexte sociétal et culturel.